Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Alors que le Mali est en train de reprendre, centimètre par centimètre, la maîtrise de son destin à Kidal et Tessalit, une voix s'élève depuis les plateaux d'Al Arabiya pour demander grâce, celle de Bilal Sharif. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la diplomatie. C'est un aveu d'asphyxie logistique face à la puissance de feu des FAMA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous dire la vérité. YouTube a décidé de restreindre la portée de nos vidéos, car ici, nous disons ce que les médias de salon refusent de voir. Si vous êtes pour la libération totale de l'Afrique, si vous refusez que notre souveraineté soit dictée depuis l'étranger, alors partagez massivement cette vidéo, likez et abonnez-vous. C'est notre seule arme pour briser le silence de l'algorithme. Je tiens à préciser, comme je le fais toujours, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vidéo de propagande. Nous nous appuyons sur des faits froids, des rapports documentés et une analyse rigoureuse de la géopolitique du Sahel. Entrons maintenant dans l'analyse de ce que je nomme le chant du cygne des réseaux étrangers au Mali. Le revirement spectaculaire de Bilal Sharif sur les antennes d'Al Arabiya marque une rupture profonde dans la communication des groupes armés du Nord Mali. En plaidant publiquement pour une résurrection de l'accord d'Alger, ce haut dirigeant du FLA ne fait pas une offre de paix, mais lance un signal de détresse vers ses soutiens internationaux. Cette supplique intervient moins de 3 semaines après que ses combattants menaçaient de marcher sur Bamako, prouvant que la fanfaronnade militaire a laissé place à une recherche désespérée d'oxygène diplomatique. Pour l'analyse froide des faits, loin de toute propagande, ce retournement de veste symbolise l'échec d'une stratégie de confrontation directe qui s'est fracassée contre la réalité du terrain. Cette agitation médiatique se heurte toutefois à un mur d'acier à Bamako, où le gouvernement de transition maintient une ligne de conduite d'une clarté absolue. Contrairement aux années de flottement sous influence étrangère, le Mali refuse désormais tout gré à gré avec ceux qui ont choisi la voie de la déstabilisation. L'accord d'Alger a été officiellement et légalement déchiré le 25 janvier 2024, le ministre Abdallah Diop réaffirmant qu'aucun dialogue ne sera tenu avec des acteurs hors la loi. Cette fermeté n'est pas un slogan, mais une décision souveraine visant à restaurer l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré du territoire, ne laissant aux déserteurs que la seule option d'une reddition dans le cadre républicain. Au-delà des discours, c'est une véritable stratégie d'asphyxie logistique qui paralyse actuellement les capacités de nuisance de la rébellion. La destruction chirurgicale d'un dépôt de carburant majeur, point névralgique de l'avancée prévue vers Gao, a brisé les reins de l'offensive du FLA. Sans ce précieux liquide, les colonnes de pick-up sont clouées au sol, les drones ne décollent plus et la profondeur stratégique de l'adversaire s'effondre en une seule nuit. Le commandement malien fait ici preuve d'une patience et d'une précision tactique qui contrastent radicalement avec les méthodes de terre brûlée souvent observées dans les guerres asymétriques, prouvant que l'armée monte en gamme technologique et opérationnelle. Cette pression constante se déplace désormais vers le dernier rempart de l'insurrection, le secteur de Tessalit. En intensifiant les frappes sur les positions de Kidal et les camps le long de la frontière algérienne, les forces armées maliennes et leurs partenaires de l'Africa Corse signifient qu'il n'existe plus de sanctuaire inviolable. Les récentes opérations sur des réunions de dirigeants à Hawk-Aim démontrent une capacité de renseignement et de ciblage qui ne laisse plus de place à l'erreur pour l'adversaire. En coupant ainsi les lignes de retraite vers la frontière, le Mali ne se contente pas de repousser l'ennemi. Il ferme méthodiquement toutes les issues, obligeant les acteurs étrangers tapis dans l'ombre à constater l'inefficacité de leurs relais locaux. Cette pression constante se déplace désormais vers le dernier rempart de l'insurrection, le secteur de Tessalit, véritable verrou stratégique situé à la lisière de la frontière algérienne. En intensifiant les frappes sur les positions de Kidal et les camps le long de cette zone frontalière, les forces armées maliennes et leurs partenaires de l'Africa Corse signifient qu'il n'existe plus de sanctuaire inviolable. Les récentes opérations, menées contre des réunions de dirigeants à Hawk-Aim, ne sont pas le fruit du hasard, mais la démonstration d'une capacité de renseignement et de ciblage chirurgical qui ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'adversaire. Pour ceux qui nous regardent, loin de toute propagande, il faut comprendre que le Mali ne se contente plus de repousser l'ennemi. Il ferme méthodiquement toutes les issues, obligeant les acteurs étrangers tapis dans l'ombre à constater l'inefficacité croissante de leurs relais locaux sur le terrain. L'analyse des faits nous oblige d'ailleurs à regarder en face une réalité souvent occultée par les médias traditionnels. L'internationalisation flagrante de ce conflit par l'entremise de mains étrangères de plus en plus visible. Il ne s'agit pas ici de théorie, mais de faits documentés par des sources comme Le Monde ou l'AFP. L'Ukraine est désormais un acteur direct au Sahel, formant les rebelles du FLA à l'usage de drones FPV sophistiqués
pour frapper les troupes maliennes. Cette implication de Kiev, dénoncée jusque devant l'Assemblée générale de l'ONU, transforme une rébellion locale en une opération de déstabilisation géopolitique globale. Lorsque vous voyez une frappe de drone de haute technologie sur une base malienne, ce n'est pas l'œuvre d'un mouvement de libération, mais celle d'un proxy utilisant des outils fournis par des puissances extérieures pour contester la souveraineté d'un État africain. Enfin, cette ingérence prend une tournure encore plus inquiétante avec l'apparition de flux financiers et humains provenant de réseaux mercenaires liés aux Émirats arabes unis. Des rapports vérifiés indiquent que des combattants défecteurs des forces de soutien rapide RSF du Soudan, un groupe largement financé par Abu Dhabi, ont traversé le Tchad et la Libye pour rejoindre le front de Kidal. Ce pipeline de mercenaires expérimentés vient grossir les rangs du JNIM et du FLA, injectant dans le conflit sahélien l'argent et l'expertise d'une coalition qui déstabilise déjà l'est du continent. Bamako en est parfaitement consciente, et sa diplomatie s'active pour dénoncer ce que nous devons appeler par son nom. Une guerre par procuration, où l'argent des puissances du Golfe finance le chaos au Sahel sous couvert de revendications identitaires. Pour être clair et éviter toute propagande, nous ne parlons pas ici de suppositions, mais d'une architecture de guerre hybride où se croisent intérêts ukrainiens, argent émirati et logistique algérienne pour tenter de faire plier la République du Mali. Face à cette coalition de forces hybrides, nous assistons à l'émergence historique d'une véritable doctrine de sécurité propre à l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce n'est plus une théorie de salon, mais une réalité opérationnelle où le Mali, le Niger et le Burkina Faso agissent comme un seul corps coordonné. Pendant que le général Tiani sécurise les zones tampons au Niger et que le président Traoré mène la reconquête au Burkina, le Mali peut concentrer sa puissance de feu sur le verrou de Kidal. Cette solidarité n'est pas dictée par une puissance étrangère. Elle est le fruit d'une volonté politique d'autonomie stratégique. Pour l'observateur averti et loin de toute propagande, ce que nous voyons à l'Abezanga ou à la frontière tripartite est une révolution. Pour la première fois, des armées africaines nettoient leur propre territoire des groupes terroristes sans attendre le feu vert ou le soutien logistique de Paris ou de Washington. Cette dynamique est particulièrement visible au Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré démontre une discipline militaire indigène qui devrait inspirer tout le continent. Contrairement à certains voisins qui s'enorgueillissent encore de manœuvres conjointes avec des puissances occidentales, le Burkina Faso mène l'opération Lamassa avec ses propres officiers et ses propres forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas de la propagande de dire que plus d'1 million de déplacés internes ont déjà été réinstallés dans près de 700 localités grâce à cet effort purement national. Le Burkina prouve par l'exemple que la souveraineté ne se négocie pas, elle s'arrache sur le terrain par le sacrifice et la formation de cadres locaux. Cette autonomie opérationnelle est le socle sur lequel repose l'avenir de l'AES, transformant des armées autrefois dépendantes en forces de libération capables de tenir tête à des groupes armés suréquipés par des réseaux étrangers. Cependant, cette efficacité de l'AES crée mécaniquement un effet de vase communicant, que les pays côtiers commencent à subir de plein fouet. Comme nous l'avons vu le 7 mai dernier au Bénin, avec l'attaque sanglante du poste de Poga qui a coûté la vie à 7 soldats, les terroristes repoussés du Sahel cherchent de nouveaux points de relocalisation. C'est un avertissement sans frais pour les États qui hésitent encore à s'engager totalement dans l'élimination de ces acteurs non étatiques. Le Bénin apprend aujourd'hui à ses dépens ce que le Mali a compris en 2012. On ne peut pas rester spectateur d'un incendie qui ravage la maison du voisin sans que les braises ne finissent par atteindre votre propre toit. Analyser cette délocalisation de la violence n'est pas une tentative de déstabilisation. C'est un rappel factuel qu'en 2026, la sécurité du golfe de Guinée est intrinsèquement liée à la victoire de l'AES dans les sables du Sahara. Tout pays qui refuse la coopération sécuritaire africaine devient, par défaut, le prochain sanctuaire de ceux que Bamako, Ouagadougou et Niamey sont en train de bouter hors de leurs frontières. Enfin, cette analyse nous conduit au cœur d'un affrontement idéologique majeur qui divise le continent. Le choc frontal entre la doctrine de l'élimination et celle de la réintégration. D'un côté, les pays de l'AES ont choisi la voie du sacrifice et de la fermeté absolue, considérant que la souveraineté ne peut se négocier avec ceux qui ont pris les armes pour détruire l'État. De l'autre, des puissances régionales comme le Nigeria, souvent sous l'influence de l'Union européenne, persistent dans des programmes de réintégration d'anciens combattants de Boko Haram. Pour l'observateur lucide et loin de toute propagande, ce contraste est saisissant. Comment peut-on parler de réintégrer des individus qui, le lendemain de leur repentir, massacrent 23 soldats au Tchad? Le Mali et ses alliés rejettent ce modèle
qu'il considère comme une prime à l'impunité et un moteur pour l'industrie du kidnapping qui ronge certains voisins. Cette 10e queue de lecture est fondamentale pour comprendre la rupture diplomatique actuelle. L'AES ne cherche pas à gérer la crise, elle cherche à y mettre fin par la racine. C'est une doctrine de rupture qui refuse de transformer la menace sécuritaire en un modèle économique monétisé par des intermédiaires et des négociateurs de l'ombre. En conclusion, ce 19e jour de conflit, marqué par les suppliques de Bilal Sharif sur Al Arabiya, nous montre que les lignes de fracture en Afrique sont désormais clairement tracées. Nous ne sommes plus dans une simple rébellion locale, mais dans une guerre de libération contre une coalition hybride alliant mercenaires étrangers, financements occultes et technologies de pointe. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de prouver au monde qu'une autre voie est possible, celle d'une défense africaine intégrée, disciplinée et surtout souveraine. Mais ce chemin est semé d'embûches, car chaque victoire de l'AES pousse les ennemis de la stabilité à déplacer leurs pions, comme nous le voyons avec l'expansion de la menace vers les pays côtiers. C'est pourquoi votre soutien est vital. Face à la restriction de nos contenus par les algorithmes, votre partage est un acte de résistance. Si vous croyez en cette Afrique qui refuse de s'agenouiller, si vous soutenez cette analyse basée sur les faits et non sur la propagande, alors faites circuler cette vérité. Le combat pour la souveraineté se joue sur le terrain, mais il se gagne aussi dans les consciences. Restez informés, restez critiques et surtout, restez unis derrière ceux qui versent leur sang pour que l'Afrique de demain ne soit plus le terrain de jeu des puissances étrangères. C'était votre hôte, toujours au service de la vérité historique et de la dignité du continent.